10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Mon avis sur le Sénégal et un petit mot sur l'autre match dont on discutera très très brièvement, peut-être un des pires matchs que j'ai vu de toute ma vie. Mais le Sénégal le fait contre le Soudan. Les Lions de la Teranga filent en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Tanger. Ils rejoueront à Tanger en quart de finale. À Tanger, ils affronteront le Mali et ils ont battu ici nos amis soudanais. Ils se sont fait un petit peu peur. Amir Abdallah, un mec qui joue en D2 australienne, Transfermarkt s'est dit Green Gully, mais c'est pas vrai, le 16 janvier, il va signer où ça à Avondale, qui joue au fameux Avenger Park, ça ressemble à ça. C'est bien lui qui a marqué le premier but de ces huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien le Soudan qui a pris les devants, et Papthio avait une sacrée tête, mais le Sénégal est revenu. C'était un sacré but. Le Sénégal est revenu. Ouais, il y a lui aussi le latéral gauche. Il joue à Den Bosch en D2 néerlandaise. Il n'est pas titulaire. C'est normal. Le Sénégal s'est fait un petit peu peur. Mais c'était un match intéressant. Configuration piégeuse. On va parler du match de Pape Gueye avec un petit peu de nuance à gauche, à droite. El Hadji Malick Diouf. Ce Sénégal prétendant. Est-ce qu'ils sont effectivement dans la bonne voie? Alors, forcément, on en avait discuté dans la preview, on les voyait large vainqueurs, et d'ailleurs je dois dire, les deux premiers paris sont passés. Pour l'instant, le combiné est cool. Effectivement, Mali, Tunisie, c'était un partout, c'est allé au tir au but, même si c'est pas nos amis tunisiens qui l'ont emporté. En revanche, dans ce match Sénégal-Soudan, on voyait un rapport de force très clair. On avait parlé du fait que le Soudan, deuxième pire total de possession de toute la CAN, 38,1% sur la phase de groupe, le pire PPDA, donc une pression quasiment inexistante, 22,4%. Ils ont un peu plus pressé. Ils ont un peu plus pressé sur le début de match. Mais dans l'ensemble, ça allait toujours être cette configuration tactique un peu compliquée pour un Sénégal qui est peut-être pas parfaitement outillé sur ce genre de match. Face à un bloc bas, tu as besoin de fissureurs, d'ouvreurs de brèches, des joueurs dominants avec ballon élite dans les petits espaces. C'est pas exactement le registre technique que le Sénégal a à disposition. Ses armes offensives, Mané, Jackson, Sarr étaient les titulaires, le trident offensif. Le milieu de terrain, on va beaucoup en parler, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Habib Diarra. Il n'y a pas vraiment de 10 créatifs interlignes qui trouvent les petits intervalles, qui crochettent le serrurier. Pas beaucoup de joueurs comme ça, donc face à un bloc bas, ça allait toujours être un peu compliqué. Le Sénégal, je trouve, a plus une... tu vois d'ailleurs sur le 11, d'où viennent ces joueurs, beaucoup de Première Ligue. Idrissa Gueye, Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Sadio Mané historiquement, Nico Jackson à un moment. Beaucoup de Première Ligue, un petit peu de Bundesliga dans l'idée aussi, je trouve. C'est une équipe très projection et pression. Le Sénégal est peut-être la meilleure équipe de pression de la compétition, en tout cas top 3. Il se procure pas mal de situations venues de la pression. Face à un bloc bas, bon, ça va être difficile, encore plus quand t'encaisses le premier but. Et c'est ce que j'ai vu dans ce match. Beaucoup de choses à analyser. Pas parfaitement convaincu par la prestation de nos amis sénégalais. Je suis pas non plus hyper pessimiste, parce que même si c'est que le Soudan, et on a dit effectivement avec des joueurs quasi totalement venus du championnat soudanais, ou alors de seconde division ailleurs, c'est un des effectifs les plus faibles du tournoi, je pense que c'est une configuration de match, malgré la faiblesse individuelle des adversaires, une configuration collective qui convient assez mal à ce que le Sénégal est capable de faire, et d'autres rencontres pourraient mieux leur convenir. Bon, les 3 buts du Sénégal, ils viennent pas de jeu placé. Je pense que c'est pas comme s'ils avaient trouvé la solution in fine face au bloc bas. Les 3 buts viennent pas de jeu placé. C'est une séquence d'abord qui meurt ici sur Ismaïla Sarr, et puis une seconde fois, encore une fois sur Ismaïla Sarr, et c'est le contre-pressing de Sadio Mané ici, comme contre le Bénin, où on l'avait vu très actif dans ce registre. C'est ce contre-pressing qui permet au Sénégal de générer un 4 contre 4. Bon, le Soudan, sur beaucoup de choses, les replis par exemple, ils étaient pas à la hauteur de cette rencontre, forcément, beaucoup plus faibles que la deuxième meilleure équipe d'Afrique peut-être. Et sur ce ballon, sur le papier en tout cas, et sur ce ballon, Sadio Mané trouve Pape Gueye, entrée de surface, superbe finition. Un partout, ils reviennent dans ce match. Le deuxième but, pareil, c'est une projection rapide. Encore une fois, Sadio Mané à la baguette. Il n'y a pas de hors-jeu. Le révélateur le confirmera plus tard, effectivement. Ismaïla Sarr parti à la limite. Son centre est mauvais.
Mais Jackson trouve encore une fois Pape Gueye, qui a un club de golf à la place du pied gauche, et ça fait 2-1. 2 buts qui ne sont pas venus de jeu placé, comme le troisième, Ibrahim Baye, si vous vous souvenez, dans le dernier quart d'heure, au bout de cette projection rapide. Trompe le gardien. Très bonne entrée de sa part, il aurait pu en avoir un deuxième perso, un quatrième pour le Sénégal. Les 2 entrants d'ailleurs, qui sont ici, El Hadji Malick Diouf et Ibrahim Baye, on va en parler, ont été très bons. Et même, par exemple, cette action qui a un peu le penalty refusé finalement pour cause de hors-jeu, ça vient aussi d'une projection rapide, ballon donné par Sadio ici dans le dos pour Ismaïla Sarr. Et le seul jeu placé peut-être convaincant du Sénégal qui génère une grosse situation, c'était ça à la 29e minute de jeu. Et ça passe pas du tout par l'entrejeu. C'est jouer côté, Ismaïla Sarr trouvé pour Nico Jackson qui bute sur le gardien. Mais voilà, aucune des actions du Sénégal, aucun des buts en tout cas, sont venus de jeu placé. Cet entrejeu, est-ce qu'il est à la hauteur de ce genre de match? Alors, du coup, le match de Pape Gueye, je pense que c'est le truc le plus intéressant à ressortir de cette rencontre, parce que forcément, le mec est fini avec un doublé, en plus un doublé qui renverse le match de 0-1 à 2-1, ça te met obligatoirement homme du match, il l'a été évidemment. Et on va dire aussi que face à un bloc bas, on a parlé les serruriers, les mecs qui crochettent les serrures, qui trouvent les espaces. Avoir une force de frappe extérieure de surface, très utile face à un bloc bas pour le faire sortir et pour ouvrir justement des espaces. Bon, Pape Gueye notamment, c'est 2 buts, mais même au-delà, il a cette frappe-là à la 45e, si vous vous souvenez, qui pousse le gardien à faire un bel arrêt. Malgré tout, je pense qu'on peut apporter de la nuance dans ce match. Ça n'a pas été parfait, et même loin d'être parfait. Un des responsables sur le 1-0, c'est sa relance ratée qui conduit à l'ouverture du score. Et à l'intérieur du jeu, par exemple ici trouvé par Gana Gueye, il lit pas la pression qu'il va prendre dans le dos, la charge qu'il va prendre dans le dos. Ballon perdu, il est dépossédé haut. J'ai vu aussi 34e minute, ça c'est pour moi l'action la plus flagrante de toutes. Pareil, chercher en décrochage pour lier à l'intérieur, passer du premier tiers au deuxième tiers, ce que le Sénégal a beaucoup peiné à faire. Et sa remise, elle est directement en touche. Je pense même pas que ce soit la bonne solution. Il y a peut-être plutôt du jeu à aller chercher une ligne plus haut ici. Mais en plus, la remise est totalement ratée. Il y en a eu une aussi ici à la 45e minute, bord de surface. Donc, le match de Pape Gueye, il n'est pas parfait. Et il y a eu même de vrais moments difficiles. J'ai trouvé dans l'ensemble que le Sénégal, pour lier les 2 premiers tiers du terrain, je voyais souvent Niakhaté demander plus de décrochage, un petit peu plus de mouvement. Et quand il y avait des tentatives de build-up axial, aussi ça mourait un petit peu sur les offensifs, que ce soit ici Ismaïla Sarr qui a perdu beaucoup de ballons dos au but. Ça lui convient pas du tout ce registre, donc ça met encore plus d'emphase sur à quel point il faut avoir un entrejeu fonctionnel qui permet d'avancer, parce que dos au jeu, bof. J'ai vu aussi des moments où, ok, des obliques interlignes, ça réussit à progresser un petit peu, mais les sorties des Soudanais dans le dos, encore une fois, là c'était sur Boulaïdia qui est entré à l'heure de jeu, pousse à une remise molle, interception dans les pieds d'Habib Diarra, et en vrai ça donne pas action, mais voilà, un des rares moments où il y a eu du build-up axial pour le Sénégal, ça aurait pu donner quelque chose de dangereux. Donc c'est pas juste Pape Gueye dans cet entrejeu où il y avait des petits moments douteux, c'est dans l'ensemble, je pense, les profils techniques du Sénégal. Pour autant, je pense que l'idée de Pape Gueye, elle est bonne, mais peut-être pas exactement à la position où il a été placé. Titulaire au départ à gauche, je pense que je préférais le voir à droite. Simple question de gaucher à droite, droitier à gauche. Alors que là, avec Habib Diarra sur son profil box-to-box, c'était un droitier sur son vrai pied, droitier à droite, et Pape Gueye gaucher à gauche. Ça te donne moins d'angles de passe intérieure sur les contrôles orientés à l'intérieur du jeu, moins de possibilités axiales, et ça faisait un Sénégal qui fuyait beaucoup l'axe, qui ne trouvait pas beaucoup de combinaisons à l'intérieur. Mais à l'entrée de Lamine Camara, pas que Lamine Camara soit particulièrement mis en évidence, mais à l'entrée de Lamine Camara à la place de Diarra, il échange de position avec Pape Gueye. Pape Gueye prend le demi-espace droit du 4-3-3 à droite de Gana Gueye. Et dans cette position, j'ai préféré. Typiquement, sur ce contrôle, il peut se mettre immédiatement face au jeu, orienté à l'intérieur. Ça, pour moi, ça c'est le meilleur de Pape Gueye.
au-delà de ses frappes extérieures de surface, qu'il a bien montré. Mais quand tu le vois dans ce genre de position de corps, ok, tu peux combiner à l'intérieur, trouver beaucoup plus de jeux tranchants, être plus serein sur ton build-up, mieux lier tes tiers. Et pareil ici sur une... Bah justement, ça c'est la projection rapide qui amène le 3-1, je crois. Ganagay qui donne en retrait, qui laisse comme ça pour Pape Gueye, qui peut pénétrer beaucoup plus facilement, trancher beaucoup plus facilement. C'est plus facile d'être saillant quand tu es sur ton bon pied, quand tu viens de la droite pour aller vers la gauche. C'est pas que pour les ailiers, aussi pour les milieux à l'intérieur, comme ça. Ça donnait plus de tranchants. Il retrouve Ganagay sur un 1-2. C'était mieux comme ça. C'est ce que je préférerais voir sur le quart de finale du Sénégal contre le Mali. Pape Gueye, ouais, titulaire, bien sûr, mais plus à droite qu'à gauche. Et à gauche, peut-être Lamine Camara, peut-être Pape Matar Sarr, peut-être Habib Diarra, peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai vu des moments, par exemple, comme ici, où, encore une fois, ça meurt sur Jackson, ça meurt sur les 9, ça meurt sur les avants. C'est une passe de Ganagay progressive, qui est, je pense, le joueur de la CAN qui a réussi le plus de passes progressives, qui est relativement intéressant dans ce rôle de meneur de jeu reculé, où lui, c'est pas trop le problème, je trouve. Jackson ne sert pas Pape Gueye, qui a proposé quelque chose d'intéressant, qui est souvent dans la proposition dernier tiers, mais là encore une fois, imagine, il est servi, tu préférerais pas qu'il soit droitier? Tu préférerais pas un droitier ici pour pouvoir conduire à l'intérieur ou transmettre à Sadio Mané avec le pied droit? Pied gauche, ça va être plus compliqué. Pied gauche, l'angle est moins bon, on le voit intuitivement comme ça. Donc c'est petit truc que j'ai noté dans ce match. J'aimerais voir cette modification dans l'entrejeu sénégalais, je pense que ça les rendrait meilleurs. Un autre changement que j'aimerais voir, c'est à gauche. C'est le latéral gauche. Je pense que c'était criant dans cette rencontre. L'entrée d'El Hadji Malick Diouf, tellement meilleur qu'Ismail Jacobs, qui a été en grande difficulté sur tout le match. Ici, face à Amir Abdallah, il ferme pas et il offre la possibilité d'une frappe que tu rentres peut-être 2 fois sur 100 quand tu es un joueur de D2 australienne, et il y a un petit peu de malchance. Mais bon, tu t'offres cette possibilité. Ici aussi, si vous vous souvenez de cette action, honnêtement, le Soudan peut revenir à 2 partout début de seconde période. C'est notre ami Shedi Barglan qui bute sur Edouard Mendy. Cette action, elle est venue à la base d'une passe ratée d'Ismail Jacobs et ensuite d'un 1 contre 1 perdu ici, où il déserte son côté gauche. Il y a eu une autre frappe cadrée aussi du Soudan en première période où il est pris sur son côté. Donc le match d'Ismail Jacobs, il est mauvais, et l'entrée d'El Hadji Malick Diouf, elle est très bonne. Alors lui, il a cadenassé son couloir, plus personne n'est passé, physiquement il était impressionnant. Et ici, ce duel remporté face à Abdallah, c'est ce qui permet d'obtenir l'action du 3-1 dans la foulée. Il a check Pape Thiaw dans la foulée, c'était bien mérité. Et le Sénégal a pas fait un bon match, mais ils ont les armes pour faire beaucoup mieux, et ils rencontreront peut-être plus exactement ce contexte de jeu qui est peut-être le plus épineux pour eux. Face à une équipe de possession technique, un Sénégal en projection, un Sénégal de pression, c'est peut-être leur meilleure version. On verra, c'est pour ça que je ne suis pas fondamentalement inquiet. C'était pas un bon match, mais je ne suis pas inquiet. Il y a quand même des modifications à faire, et j'ai vu par exemple, sur certaines séquences, même en première période, même avec Habib Diarra, quand t'as Pape Gueye qui peut être milieu relayeur droit, pour moi c'était beaucoup mieux que milieu relayeur gauche. C'est un petit truc que j'ai noté. Sinon, un autre truc que j'ai noté, c'est pourquoi ce hors-jeu là, qui était visible dès le premier ralenti, il a pris 4 minutes à trancher. Pape Thiaw était fou. Moi aussi, mec, on perd du temps là. C'était quoi ça? N'importe quoi. Et Crépin Diatta a des retours défensifs assez extraordinaires. Moi j'aimais bien Crépin il y a longtemps, surtout sur ce qu'il faisait avec ballon, mais depuis quand c'est devenu je sais pas, Gianluca Zambrotta? J'espère qu'il n'est pas blessé. Le Sénégal se qualifie, c'est le plus important comme on a dit, et on verra ce que ça donne au prochain tour, donc contre le Mali, qu'ils vont jouer à Tanger. Le Mali qui s'est qualifié à Casa sous une pluie torrentielle contre la Tunisie. Ouais, j'ai vu ce tweet passer. Mec,
C'était là où il fallait être. C'était ce soir où on t'attendait. Est-ce que ce match, il n'aurait pas pu finir un peu plus tôt? C'est un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. J'espère que ce sera le pire match que je verrai de 2026. C'était une catastrophe et ça se conclut à la fin par un penalty réussi d'El Bilal Touré pour envoyer les Maliens en quart de finale de CAN. Ce match, il m'a au moins permis d'aller voir le CV de Tom Saintfit. Le mec, il kiffe voyager. Si vous avez jamais vu la liste de clubs et de sélections nationales que Tom Saintfit a entraîné, il est sur un enchaînement là, juste sur la dernière décennie. Togo, Bangladesh, Trinité et Tobago, Malte, Gambie, Philippines, Mali. Sympa. Sympa. Et il emmène donc le Mali en quart de finale, mais le match, c'était un désastre. Le match, c'était catastrophique. Très très peu de jeu. Les Maliens réduits à 10 à la 26e minute pour un geste hyper vilain sur Hannibal qui se fait découper par Koulibaly. À ce moment-là, c'est le 5e carton en 25 minutes. Il y a déjà 13 fautes. Et ça a été la bataille de Zama. Hannibal a été particulièrement ciblé. Le match a terminé 41 fautes, je crois 11 cartons. C'était horrible. Et j'ai rien analysé niveau jeu. La Tunisie était au-dessus sur la prolongation, mais honnêtement, quand tu es à 11 contre 10 en supériorité numérique pendant quasiment un match entier, du coup, bah tu peux pas dire que tu mérites de te qualifier. Donc ouais, le Mali le fait, ils m'ont pas impressionné. On verra ce que ça donne contre le Sénégal, mais pour moi, le Sénégal est... Je les considère comme étant en demi-finale de Coupe d'Afrique. Mauvais match contre le Soudan, qui m'inquiète pas toutefois. Je les vois tellement net favoris contre tes Maliens. Bon, après, qui était réduit à 10 pendant longtemps, mais qui se retrouve en quart de finale sans avoir gagné le moindre match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, drôle de première journée de CAN. J'attends mieux demain. Les huitièmes de finale du pays hôte, dans le magnifique stade. Ça va me régaler. Afrique du Sud, Cameroun, gros match aussi. Et après, mardi, ça va être énorme. Espérons qu'on poursuive sur notre lancée de bons petits pronos. Si vous avez raté la vidéo, elle est sortie hier. On est sur 3 jours, 3 vidéos pour l'instant. Et j'espère poursuivre cette série pendant un bon petit moment. Merci beaucoup les gars, j'espère que ça vous a régalé. Plus qu'un Mali-Tunisie. Prenez soin de vous. Passez une très très bonne soirée et très bonne journée. On se retrouve très vite. Les potes, bisous.